Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Je vous invite cette semaine à un voyage étrange dans un univers fantastique. Écoutez Geneviève qui suit un cours avec son professeur de langue très étrangère. La critique est trop facile. L'art nourrit l'âme. Nous étions en première samedi le 9 mars 2024 pour le Vidéorandia numéro 10. Connaissez-vous cette langue? Nous rencontrons aujourd'hui Joanne, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale, Gilles et moi-même. J'ai changé les visages sur le poster pour s'accorder avec le contenu de l'émission de cette semaine. Les abonnés au Club Créé peuvent retrouver la conférence intégrale de Bernard de Montréal qu'on entendait en extrait depuis quelques semaines à l'émission. Le soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot, Donald et Denis. Nous avons notre Denis Guy. Conception du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître à l'adresse orandia.ca. Et le complément surprenant, Gilles est en repos. Malgré tout, on retrouve à orandia.com, sur le forum Orandia, quelques éléments en rapport avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film Dune de Denis Villeneuve, il y a les Fremen qui parlent une langue très étrange. Est-ce que c'est la langue qui est enseignée ici à Geneviève? Geneviève vient de passer les 2 dernières années à traduire un livre de cette langue étrange pour tous, très peu parlé sur la planète Terre, de cette langue au français. Il devrait être publié au cours de l'année 2024, peut-être au début 2025. C'est un conte sur les traditions nordiques terrestres, en rapport avec les dieux de l'espace. Elle a quelques notions de la langue chinoise, le mandarin, dont elle a suivi quelques cours pendant 6 mois environ. Elle s'intéresse plus particulièrement à la langue française et aux bons usages des mots et des prononciations. Je vous rappelle que c'était la nuit du 9 au 10 mars 2024 que nous avançons l'heure d'1 heure. Donc, nous sommes à l'heure d'été, l'heure avancée de l'Est. Et on se prépare à l'observation de l'éclipse totale de soleil sur le sud du Québec pour lundi, le 8 avril prochain. Notre télescope est prêt avec un filtre au millard qui permet de regarder le soleil sans être affecté. Il faut faire bien attention. Ce n'est pas seulement des lunettes fumées ordinaires qui vont nous protéger des rayons du soleil. Il faut vraiment être bien équipé. Tout simplement un trou dans une boîte de souliers, puis avec en regardant dans le fond de la boîte, vous verrez le soleil se refléter et voir l'évolution de cette éclipse totale de soleil. On en reparlera à l'époque. Bien, nous retrouverons Geneviève bientôt, chez Joanne, là où nous étions réunis à Noël dernier. Et elle va nous expliquer les détails concernant cette fameuse langue et aussi des explications en rapport avec la langue parlée par les Fremen. Les Fremen, dans le film Dune. On nous dit souvent que à chaque langue, on a un cerveau différent. On pense de manière différente. Est-ce qu'on aurait une âme aussi qui peut vibrer à différentes valeurs spirituelles? C'est comme dans l'agriculture. La monoculture, c'est-à-dire parler qu'une seule langue, ça nous prive de beaucoup de variété et d'efficacité dans la qualité de la nourriture spirituelle ou physique qu'on obtient. Rendons-nous maintenant chez Joanne. Bonne émission.
Vous reconnaissez l'endroit? Ben oui, on s'était vu ici à l'époque de Noël pour la décoration de l'arbre de Noël. Eh oui, l'arbre de Noël est parti. Bonjour, Joanne. Allô, Richard. Ben oui, merci de nous accueillir encore une fois. Ah, ça me fait plaisir tout le temps. Puis l'arbre est disparu? L'arbre est disparu. Et on se retrouve parce que il y a quelque chose d'important qui vient de se passer planétairement. C'est la diffusion d'un film d'un Québécois à partir d'un roman d'un Anglais, évidemment, Frank Herbert. Tout le monde sait que le film Dune, tiens, c'est le sable. On va tourner le sable lié. C'est en 1 heure, hein? Oh, c'est en 1 heure? Ah, ben mon Dieu. Il y a déjà pris d'avance parce qu'on l'a tourné pendant la répétition, mais c'est ça, oui. On parle pas du Père Noël, là. Non, on parle pas du Père Noël. On parle de... Dune. Dune. Pourquoi tu le dis en anglais? Dune. Dune. Dune, la Dune. Ah oui. Geneviève est juste à côté de toi, là, puis elle m'a dit, elle, la langue française, c'est très important. Et Geneviève, on t'a entendu parler en langue des Fremen. La langue des Fremen, on a appris que ça s'appelle le Shakobsa. Ouais. Mais en réalité, c'était pas le Fremen que tu parlais, là. On vient de te voir dans l'introduction. Non, ça l'amusait Richard que pendant mon cours d'islandais. Oui. Ah, c'est vrai, le micro est là. Oui. Pendant ton cours d'islandais. Oui, on faisait des mots croisés. Ah, OK. Alors, c'est pas tout à fait comme les Fremen, hein? Non, on dirait que le Shakobsa, la langue qu'ils ont créée, ça sonne... Ben, à mon oreille, ça sonnait un peu arabe. Ils ont probablement voulu recréer une langue qu'on entend le sable dedans, parce que les langues, c'est souvent les sons de la nature qui sont reproduits par les peuples qui se développent. Ben, en tout cas, il y a des linguistes qui pourraient expliquer ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves que le Fremen, ben, tu l'as entendu, là, le Shakobsa? Shakobsa, oui. Oui. Est-ce que ça ressemble à l'islandais? Non. Non? Je trouve pas. Tu sais que des grands spécialistes en linguistique ont préparé une langue vraiment pour les Fremen, basée sur un sujet, un verbe, un complément. Je mange demain. Il n'y a pas de temps dans les verbes, là. C'est je mange demain. Il faut que tu comprennes que tu mangeras demain. La comparaison, il y a la langue chinoise qui fonctionne comme ça. La langue chinoise. Ah oui, il n'y a pas de temps dans les verbes. Tu dis, si c'est je mange hier, je mange demain, je mange dans 1 heure. Ou... Mais par rapport à la langue Shakobsa des Fremen, ça sonne plus arabe à mon oreille un peu. Il y a comme, c'est quoi le nom du Messie? Pas le Messie, c'est Mouadi. C'est la petite souris du désert qui s'appelle comme ça. Oui. Ça ressemble, dans mon oreille, ça peut sonner un peu comme Mohamed, Mouadi. Ou je sais qu'ils vont dans le désert filmer à Abu Dhabi. J'ai vu dans le générique de la fin, ils vont filmer dans le désert de la Namibie, aussi en Jordanie qu'il y a eu du filmage, puis en Italie. C'est ce que j'ai remarqué dans le générique. OK. Et toi, le fait qu'on utilise une langue différente, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, ça fait partie de la vibration. Parce que toutes les langues, pour moi, c'est comme une pièce musicale. Ça donne différentes vibrations, soit au personnage, soit à l'ambiance. Oui, tu fais juste comme, mettons, des chansons en anglais qui ont les diphtongues. Ça fait comme peut-être plus mélodique. Il y en a qui peuvent trouver, où ça donne une couleur à la musique. Comme il y en a qui disent que c'est plus difficile de faire du rock en français, justement peut-être à cause de ça. Le français qui est plus comme... c'est mélodieux. C'est plus sec, le français. Ah oui? Il n'y a pas de diphtongue en français, à part en québécois. Donne-moi un exemple de diphtongue, c'est quoi? C'est un son double. Comme en anglais, I, c'est comme un AI, c'est un son double. Puis au Québec, oui, c'est des sons secs, simples. A-E-I-O-U en français. En anglais, A-I, I, c'est tous des sons doubles. O, fait que c'est des diphtongues. Okay. Puis en français, on ne l'utilise pas. Mais en québécois, on l'utilise comme des mots avec des accents circonflexes, comme avoir de la pâte. On fait le AU, un peu comme le O-U-T en anglais. Moi, ça m'amuse de dire, admettons, les Français qui disent « on va manger des pâtes ». Mais nous autres, des pâtes, c'est pas des pâtes. Tu peux mettre des pâtes de cochon dans tes pâtes si tu veux, mais je veux dire, on a la différence en son. C'est comme le mot déjeuner.
Ça serait déjeuner qu'il faudrait prononcer puis mettre l'accent parce que sinon ça fait jeûne. Les jeunes. De jeûne. Ben oui. Le jeûne, on entend que c'est pas la même chose, on met l'accent. Je le sais, tu écoutes la télévision française puis tu passes autant à faire des remarques là-dessus en voulant dire, mon Dieu, qui parle mal. C'est divertissement. Ben oui, c'est ça quand même. Hein? Nous, on parle le français à l'époque de Louis XIV. C'est à peu près. Ça, il y a une excellente vidéo qui a été faite par l'Histoire nous le dira sur YouTube. Puis c'est l'accent québécois, ça vient d'où? Puis il nous explique très bien que ça vient pas nécessairement comme quand ils disent l'accent n'a pas évolué, il a beaucoup évolué. Puis il nous explique quand ils ont changé les règles en France versus qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Comme le son, il donne un exemple comme le son avant, comme le mot croire, avant le son était pour OI, c'était ouais. Ils ont changé le son à wa. Puis au Québec, comme c'était pas une règle officielle, il est resté longtemps comme dans le son. Là. Le son ouais au lieu de wa pour OI. OK. C'est un exemple. Mais c'est un excellent vidéo. Est-ce que tu connais certains mots de la langue des Fremen? Ils nous l'ont pas. Juste le nom Moadi, qui était le. C'est le nom Denis. Ah oui, mais ça, il l'expliquait, oui. Ça veut dire quoi? Il dit que c'est un peu comme une farce parce qu'ils ont dit que le mot Denis, ça voulait dire Dieu. Oui, ils ont inventé le mot Fremen. Les Fremen, là, c'est une invention de. Il y a comment il s'appelle le linguiste qui a inventé? Tu m'as dit Peterson, mais j'ai oublié son prénom. Oui. Ils ont pris un linguiste pour inventer la langue Shakobsa que les Fremen parlent. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être d'autres peuples. Mais les Fremen n'existent pas réellement, même si on sait que le mot Fremen, ça ressemble à free men, les hommes libres, qui veulent garder leur liberté, qui ne veulent pas être soumis à l'Empire, à la guilde. Ça ressemble un peu aux mêmes histoires que dans Star Wars, Star Trek. Il y a comme un empire qui veut dominer dans l'univers, puis les autres, ils se sont dissociés. Mais as-tu aimé ça, finalement? Moi, c'est pas ma vibration, fait que, tu sais, comme toutes les vibrations, ça peut être comme, c'est super bien fait. Ouais. C'est comme tu me dirais du death metal, super bien fait, t'aimes ça? J'aime pas ça, des grognements. Donc, la réponse est non. Ah, t'as pas aimé le film? Non. Mais, il est bien fait. Oui. Mais j'ai pas aimé la vibration. Oui. Si toutes est vibrations, moi, j'en choisirais d'autres, là. Quel genre de film t'aimerais mieux? Je sais qu'il va sortir Ricardo Troggi 1995. Oui. Juste m'amuser, être un peu plus léger, j'aimerais mieux. Ben oui, évidemment. Ouais. Ça c'est plutôt de l'humour, là. C'est plus. C'est pas au même niveau. C'est plus léger. Comme quand je voyais, il y avait des affiches même de films pour enfants que Sarah Jeanne Labrosse fait la narration d'un film. J'ai oublié le nom du film. C'est des animaux. Mm-hmm. Puis là, je voyais la belle affiche, puis là, en nature. Wow, de la belle nature. Tandis que là, tout le film, c'est aride, puis c'est du désert, puis des vents. Donc, c'est la vibration qui vient avec le film. Tandis que l'autre, c'est plus la vie. C'est plus vivant. L'autre, ça me fait plus penser à quelque chose plus près de l'étoile d'amour, la difficulté de survivre. Puis, habituellement, les peuples, tant qu'il n'y a pas de l'abondance, il y a de la guerre. Puis là, sur la planète, c'est quoi, Arrakis? Oui, exact. Il y a de la guerre parce qu'il n'y a pas d'abondance. Oui. Ça me faisait penser un peu à ça. Oui. Mais, bon, le chien veut aller dehors. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en occuper? Tantôt, on a ouvert la porte. Il a senti les odeurs dehors. Puis là, il veut sentir... Peut-être. Oui, il s'essaye. Denis? Il s'essaye? Non, dis-moi pas que tu as Dieu ici. Oui, j'ai un Denis ici. Ben oui, chez les Fremen, Denis, ça veut dire Dieu. Denis, allez, Bon, le gars, il est content, hein? Il a compris. Ah ben, merci beaucoup de ton intervention, Geneviève. Je sais que on va laisser la place à Gilles. Ah, OK. Puis, tu vas prendre la caméra à la place de Gilles. Juste question, parce que Geneviève, elle n'a pas trippé au point de dire on va aller le voir encore une deuxième fois, là. On est revenu. Maintenant, on va être avec notre ami Gilles qui a pris la place de Geneviève. Alors, Gilles, oui, notre Gilles qui fait les compléments surprenants, qui est au repos pour une période de temps indéfinie. Et j'essaie de compenser, mais c'est pas facile, mon cher. Écoute, Gilles, ça va bien? Ça va très bien, de mieux en mieux. Je dors mieux qu'avant. Bon. Je me couche très tôt, je me lève très tôt. Bon. Donc, avant, je me couchais la même journée, puis je me couchais la même journée.
Là, ça vient de changer du tout. Ah, ben oui, avant minuit, là. Alors, je reprends des forces. Bon, ben, tant mieux. Écoute, l'as-tu vu, le film? Ben oui, avec toi d'ailleurs. Ben oui, je te pose la question, mais en effet, on est allé voir Dune, puis tout le monde est content de... Moi, j'ai adoré. Mais comme dit Geneviève, j'ai aimé les effets spéciaux. C'était à la hauteur des plus grands films au cinéma de George Lucas, Oui, Spielberg, etc. Il fait partie des grands. oui. Par contre, c'est sûr qu'il ne nous a pas fait oublier le premier. Même si certaines critiques disent celui de 1984 de David Lynch était moins bon. Moi, j'ai aimé le côté initiatique du premier de David Lynch. Il était plus initiatique. Il y a des séquences qu'on voit dans ce film qu'on ne voit pas dans celui de Denis Villeneuve. Alors, Oui. moi, j'ai la musique. La musique est un personnage en tant que tel dans la version de David Lynch, est extraordinaire. Puis, On n'a pas le droit de copier sur le disque, mais je peux te dire, la musique, c'était... Pam, 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 pam. Tout le monde s'en souvient de ça, c'était comme ça, le film de c'était David tout un Lynch. défi à l'époque. En quelle année, David Lynch? 1984, Et le film de Denis Villeneuve vient de sortir, hein? 2024. Eh oui, Et voilà, le chiffre 4 très qui exactement. revient. 20 ans avant l'an 2000, 20 ans après l'an 2000. Alors moi, Ben, ce que je veux proposer Ouais. dans ma chronique, si on peut appeler ça une chronique, Oui, oui, oui. c'est que ce qui m'a rappelé avec le lien avec le film de Dune, avec le Christ. Le Christ aurait mentionné dans le psaume, ceux qui aiment me chercher, là, 22:6 dans le psaume, il mentionne qu'il est à l'image d'un verre. Alors ça rejoint un peu le film Oh là! Dune, les verres qui permettent d'avoir accès à l'épice et l'eau de vie. Alors il dit, je suis un verre et non un homme. Même que Saint Ambroise, il fait le lien entre le verre et le bois. Et puis, en tout cas, c'est très intéressant de faire le lien, que Jésus fasse le lien entre lui et le verre, puis qu'il fait une correspondance avec le film Dune. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est dans les livres... Attends un peu, tu ne parles plus du Christ? Ben, c'est sûr, Alors, moi, je vais te dire tout de suite que le Christ, toute l'histoire du Christ a débuté où? dans le désert. Ben oui, 40 jours au désert, soi-disant qu'il a jeûné, puis il a médité, puis Et là, dans il y a le eu film- la rencontre avec le diable, Ouais. qui a fait les 3 tentations du diable. Exact. Ça s'est passé quand? Dans le désert. Exact. Et dans le film Et Dune, après, on il a parle- commencé sa vie publique. Dans le film Dune, on parle du désert et on parle de l'eau. Et les deux ensemble, ça fait verso. Ah ben oui, vers eau. Et voilà. Ah ben oui, Et- vers chaud. Mais ça, je vais en parler à mon tour, que je vais être avec Joanne après souper, disons-le, notre secret, c'est qu'on va souper entre-temps. L'autre chose intéressante, c'est dans les livres de Frank Herbert, on retrouve des choses qui vont encore plus loin que les films. On va dans les détails ésotériques. Il y a une profondeur philosophique, écologique, sociologique. C'est pour l'époque. Écoute, le livre est sorti en 1965, la trilogie de Frank Herbert. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va un peu comme dans Star Wars, quand on parle des midi-chloriens, pour ce qui est de Frank Herbert, il parle de l'épice et il mentionne que ça sent la cannelle. Ah oui, Alors j'ai amené ici de la cannelle, si Ah! tu veux respirer un peu de l'épice, de Dune. de la cannelle, ben, qu'un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne que C'est bon, c'est Ouais. une épice qui ben, est... c'est toujours associé à Noël, et la cannelle est souvent associée à l'embaumement des morts en Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que Sans ça, c'est bon. l'épice permet d'augmenter la conscience, de voyager sans se déplacer. Merci, Charles. une petite chose. En anglais, il disait « the fold space », replier l'espace. Exactement. Templier, plier Mais ça, c'est le temps, plier le temps, oui. Et l'autre chose intéressante que je voulais mentionner, que je me souviens plus, mais ça va me revenir, c'est que Et ça, il faut le dire, l'épice, ça provient d'où? elle vient c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'épice et l'eau de vie. Oui. Alors, l'épice provient des excréments des vers. Exact. Imagine-toi. Tandis que l'eau de Et vie, c'est ce qui flotte sur la surface du sable et qui est comme brillant un peu. Puis c'est ça, les grosses machines qu'on voit là, qui grugent le sable, là. C'est parce qu'ils viennent ramasser le sable, ils filtrent pour garder seulement le dessus qui est brillant, Exact. qui devient l'épice. tandis que l'eau de vie, ils prennent un fameux verre et Ouais. ils le noient dans l'eau et ils retirent le bleu,
l'eau de vie. Oui. Et ça provient des intestins ou du ventre du verre. Et en l'absorbant, la personne devient comme super conscient, supramental, peu importe, et devient comme une espèce d'être conscient sans arrêt. Oui. Et voilà. On ne comparera pas à certaines drogues dont on entend parler. Il y en a qui vont jusqu'à comparer un peu symboliquement avec de l'ayahuasca. Oui, j'y pensais, le DMT, là, oui. Le fameux DMT qui permet d'ouvrir le troisième œil. Oui. Et le voyage qu'on peut faire sans quitter l'endroit. On peut aller ailleurs et revenir. Alors, il y en a qui s'amusent à faire des liens. D'ailleurs, il y en a aussi qui s'amusent à faire des liens entre Star Wars et Dune. Il y a des comparaisons intéressantes que j'avais déjà mis dans le complément. D'ailleurs, pas moi, mais on va mettre le lien pour avoir accès à ce complément-là qui mentionne tous les liens entre Dune et Star Wars. OK. Et on va même Denis Villeneuve est allé jusqu'à dire cette phrase que je l'ai ici, ça ne sera pas long. OK. La plupart des grandes idées de Star Wars proviennent de Dune. Ça, c'est Denis Villeneuve qui a dit ça. Dune est à l'origine de plusieurs films de science-fiction. Oui. Et puis... mais si Dune est à l'origine de plusieurs films de science-fiction, Denis Villeneuve reconnaît que ce qui l'a inspiré sur le sable, les déserts, c'est Laurence d'Arabie. Oh, oui. Un film avant Star Wars, avant tout ça. Là. D'ailleurs, l'auteur de Communion, l'ufologue qui est décédé, là, il avait écrit un best-seller sur Laurence d'Arabie, puis il avait gagné un best-seller. Celui qui parlait de la sexualité reliée aux extraterrestres. Là. Oui, c'est ça. Qui était à l'université de Harvard. Exact. Il s'appelait... Ah, mon Dieu, les noms me passent vite dans la tête. Vous le voyez sur l'écran en ce moment? Oui, c'est ça, on le voit là, sur l'écran, là, c'est ça. Mais c'était très bon, oui. Ses présences, il parlait des extraterrestres qui venaient enlever du monde. Et la plupart des contactés révélaient avoir eu des expériences, la première de leur vie, des fois, à bord d'une soucoupe volante, ce qui était le cas de Richard Glenn. Alors, c'était sexuel et c'était particulier, mais ça... Et une chose qui m'a impressionné aussi, c'est qu'à l'époque, quand on se réunissait, après les émissions des... John Mack. Voilà, John Mack, voilà. Ça a pris du temps qu'il descende, mais il est arrivé. Oui. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est que ça m'a rappelé, c'est qu'ils disent que l'épice, dans le livre, ils mentionnent que l'épice goûte ce que tu imagines. Et je me suis rappelé que Richard Glenn, à l'époque, on faisait les émissions, on se réunissait sur notre ami Jean-Paul, puis avec un café. Puis Richard, ça c'est les débuts 80, vraiment les 79-80. Oui, des années encore 70, je me souviens. Et Richard mentionnait que sur notre planète, il y avait des extraterrestres qui avaient comme... Ils s'amusaient à glisser comme une glissade, comme des enfants aiment s'amuser. Et il y avait une espèce de machine, puis ils pouvaient goûter une pudding, puis ça goûtait ce qu'ils voulaient imaginer. Bien là, dans certaines archéologies immenses, là, c'est souvent des tubes. Oui. Puis c'est gratuit pour tout le monde. Tu passes, puis ils te fournissent des petits copes. Oui. Tu mets ça, des gobelets, puis là, tu réfléchis à quelque chose, puis tu le goûtes, tu l'avales. C'est exactement ce que je voulais. Ça goûte le jus d'orange. Ça goûte le jus d'orange. Pire que ça, le Saint-Hubert barbecue, les poulets barbecue avec la sauce barbecue de Saint-Hubert, c'est toujours le même pudding blanc. Là. Ça ressemble un peu à ce qu'il appelait dans la Bible la manne dans le désert. On est encore dans le désert. Il faut dire qu'ils ont traîné pendant 40 ans dans le désert, les Juifs. Ils ont goûté, eux autres, aux dunes. On continue. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que... j'ai fait une découverte, c'est qu'il y a eu, à l'origine, en 1975, il y a eu un dénommé Jodo Hansky, qui est un cinéaste brésilien, je crois, qui s'est associé avec un Français, et ils se sont mis ensemble pour faire le film Dune, en 1975. Alors là, ils ont fait un storyboard, ils ont contacté les acteurs, pas n'importe qui, la musique de Pink Floyd. OK, c'est Jodorowsky. Oui. C'est celui qui avait fait El Topo. Exactement. Il est très ésotérique comme personnage. Ben oui, Aldegrad, j'en ai parlé souvent par la Kabbale, et il avait fait le fameux Golem. Exactement. C'est lui qui a été le premier. Il y avait aussi Salvatore Dali qui devait jouer le rôle de l'empereur. Ah. Et il y avait aussi Mick Jagger des Rolling Stones.
Il y avait aussi pour les effets spéciaux Trumbull, le même qui a fait des effets spéciaux pour 2001 au-dessus de l'espace. Donc, c'était un parti pour faire un grand film qui devait durer 12 heures. Oh! C'était la totale. Par contre, le film devait coûter 5 millions et finalement, ça s'est rendu à 15 millions. Je pense que j'avais vu quelque part 100 000 de l'heure. Et là, Hollywood a dit c'est assez, on arrête tout. Donc, le film ne s'est pas fait. Par contre, il y a un documentaire qui est disponible, disons sur YouTube, c'est des annonces, des parties du documentaire qui joue dans un festival qui est sorti en 2013 environ, 2014. Et c'est toute l'histoire du film avorté. Alors là, l'auteur du film explique tout que lui voulait le faire à sa façon. Il y aurait eu des interprétations, etc. Mais le storyboard, il existe. Et le documentaire est extraordinaire. Il serait prêt à le faire, là? Oui. Oh! Et il y avait aussi Orson Welles qui devait jouer dans le film. Donc, tout le monde avait accepté. Mais toujours basé sur les romans de Frank Herbert. 12 heures au complet. C'est l'œuvre au complet de Frank Herbert. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le fils de Frank Herbert, il s'appelle Brian. Frank Herbert. Oui, Herbert, excuse-moi. Pas Albert. On recommence d'abord. Non, mais je comprends. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fils de Frank Herbert, il s'appelle Brian. Et lui, il a fait des années 2000, début du 2010 environ, il a sorti une trilogie sur la genèse de Dune, 11 000 ans avant. Oh! Et là, on parle des hommes qui sont confrontés aux machines, etc., etc. C'est très intéressant. Pour en arriver, quand le premier film est sorti, là, on est en 10 191. Ben oui, alors 11 000 ans avant, tu te trouves à 1980. C'est toute une épopée. Là. Oui. Et ça pour dire qu'il a aussi fait une autre trilogie sur le futur. Là, on tombe vraiment dans son fils qui avait compris ce que son père voulait dire. D'ailleurs, je pense qu'il a contribué aussi au dernier livre de Frank Herbert qui était inachevé. Ah. Voilà. Ensuite, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur Dune, que j'ai bien aimé. Je conseille à tout le monde de le voir. Tu n'avais pas un secret que tu avais gardé? C'est ce fameux secret-là. C'est le film qui ne s'est jamais fait, qui devait avoir des scénarisé avec tout était prêt. Oui. Mais Hollywood a dit c'est assez, ça coûte trop cher. Il y a un autre film comme ça, il y a eu le même problème. Il y a eu, comment ça s'appelle, il y avait des chevaliers, etc. C'est une histoire très connue, là. Le film, il y a eu tellement de problèmes dans le film finalement, ils n'ont pas fait le film, ils ont fait un documentaire sur le film. Ah. C'est une histoire très connue en théâtre, là. OK, moi non plus, là, je ne sais pas laquelle. Peut-être. Tu me surnommais un des personnages qui était dans cette. À base de Shakespeare, là, probablement. Non. On va le trouver pendant le souper. Bon. On va se retrouver. Bon, merci beaucoup. Tu n'as pas autre chose? Toi, tu as aimé le film de Dune? Oui, j'ai aimé. Je ne suis pas déçu, mais je rajoute qu'il faut voir la version de 1984. Pour la musique, est un personnage en tant que tel. Pour les séquences initiatiques ésotériques. Oui. Et pour l'acteur principal qui a un certain charisme quand même. Et c'était tout un défi à l'époque de faire ça avec les effets spéciaux qu'il y avait à portée de main comparativement à Villeneuve aujourd'hui. Il y a certaines critiques qui disent que c'est un flop. Moi, je ne considère pas que c'est un flop. Lequel? Celui de 1984. Non, pas du tout. Non. Non, il est resté marqué. Oui. C'est ça. Il y a même des gens qui disent les deux méritent d'être vus. Oui. Un n'a pas occulté l'autre, n'a pas effacé l'autre. On peut en regarder un, on peut regarder l'autre. Vous ne manquez rien. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qu'il faut enlever de l'histoire du cinéma en disant « Oh, c'est plus bon, on a vu le nouveau ». C'est un peu comme l'histoire de James Cameron avec Titanic. Ouais. Tout le monde savait l'histoire. Avant d'aller voir le film Titanic, on ne pensait pas que James Cameron aurait sauvé le Titanic du naufrage. Il y a eu lieu pareil. Mais tout le monde est allé le voir pareil. Pourquoi? Parce qu'il l'a refait à sa façon. C'était merveilleux de revoir. Puis il y a beaucoup d'eau dans ce film. Ah oui. C'est sa phobie à Cameron, c'est l'eau. Dans tous les films qu'il fait, c'est toujours l'eau qui prend le dessus. Dans le film qui va sous l'eau, sous-marin nucléaire, puis il y a des extraterrestres qui se manifestent. Là. Oui, The Abyss. The Abyss. Ouais. Dans la version allongée, on voit des séquences qu'on ne voit pas dans la version normale.
Exact. Alors, je finirai avec une phrase que Richard Lane a déjà dit. Une planète qui devient un désert est une planète qui n'a plus d'âme ni de vie spirituelle. Puis on sait que la Terre devient de plus en plus un désert. Donc, quand on dit quelqu'un qui parle dans le désert, ben, il pense qu'il va avoir la chance de parler, puis ça va aller, parce que le désert devient de plus en plus, prend de la place de plus en plus sur notre planète. Oui, en effet. Voilà. Ah ouais, OK. Ben, merci beaucoup, Gilles. Ça nous a donné des bons points de vue. Il aime tout le monde, il aime manger. Puis de ce temps-là, tu fais des rêves souvent. Tout quoi? Toutes les nuits. OK, ouais. Mais ça a tout le temps été toutes les nuits. J'ai aimé ta réaction quand je t'ai conté quelque chose. Oh, c'est encore mieux. Bon. Ah, là, nous revenons de table. Ben oui, ça n'a pas souffrant du tout. C'était excellent. Merci. Vous avez vu quelques scènes, là, rapidement, qui ont été présentées comme ça, dans notre toute indiscrétion. Ben oui. Mais quand on parle de Dune, on parle d'une planète de sable. Alors, c'est le temps de tourner le sablier. On parle de sable. Allons-y. Et il dure 1 heure. Donc, au bout d'1 heure, il faudrait qu'on ait terminé notre entretien. C'est ça. Le petit bout qu'on a vu avant qu'on aille à table, c'était juste question de se mettre en appétit, comme on dirait. Et oui, je ne sais pas, toi, Joanne, tu as une démarche déjà ésotérique depuis des années. Ouais. Tu as fait partie de groupements, tu as même été dans un centre qui recueillait des gens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Ça s'appelait comment? Le Studio Lumière. C'était sur la rue Saint-Louis, à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Fait que ça, les gens de la région savent c'est quoi. Oui. Parfait. Je vérifiais si tout fonctionne bien. Et tout est bien. Alors, moi, j'ai 3 idées principales en rapport avec Dune. La première, ça s'appelle Dune parce que c'est dans le sable. Avec Gilles, on a parlé un peu tantôt. Le Christ a commencé sa vie publique après son stage sur la planète Dune. Il a passé 40 jours Dans le désert. et 40 nuits dans le désert. Il a été tenté par le diable à la fin, parce que là, il voyait le diable. Là. Il était rendu tellement dans le jeûne de 40 jours, tu vois des affaires. Tu as toutes sortes de visions. Oui, Ouais. c'est ça. Tu n'as pas besoin de drogue, là. Ça se passe naturellement à l'être humain. Naturelles. C'est un peu comme avec l'approche de la mort. Oui. Tu manques de nutrition, tu manques de... En autant que tu as de l'eau. Si tu as un peu d'eau, tu as besoin d'eau. Tu ne peux pas te passer un peu de nourriture, de sauterelles, manger des sauterelles, tout ça, mais... Non, hein. Dans Dune, celui qu'on considérait comme le Messie potentiel, Moab-Dib, comme disait Geneviève, c'est la petite souris du désert là, qui court vite, il porte le nom de Paul Atréide. Atréide. As-tu fait le parallèle entre le Paul du film Dune et le Paul de l'Église chrétienne catholique? Oui. C'est quoi le rôle de Paul dans l'Église catholique chrétienne? C'est la transmission de la connaissance. De ce qu'on appellera la pollinisation. Oui. Comme une abeille qui va polliniser les fleurs. Il touche à gauche, à droite. Alors, il est allé à l'église, à l'école, à toutes les écoles de l'époque ésotérique pour leur transmettre le message christique. Paul est indispensable. C'est un Romain. Ça fait partie de la transmission Oui. de la connaissance. C'est ça. Et Paul Atréide, c'est le premier homme qui a passé le test de la boîte avec la main dedans et qui a été capable de traverser l'épreuve. L'art étrange. Et l'art étrange, c'est ce qu'il va apprendre après. Ouais. Mais c'est le premier mâle qui est intronisé dans les divines mères. Tu te souviens? Oui. De la guilde des mères, là, la société des mères. On les voit passer, ils ont l'air comme des fantômes noirs là, qui sortent du vaisseau, là, puis on a l'air de diriger le monde de cette époque-là. C'est des femmes qui dirigeaient dans le monde occulte. Bernard de Montréal nous a parlé il y a 2 semaines de l'aspect occulte, l'occultisme. Faites attention, parce que les ordinateurs ne vous entraîneront pas dans le monde de l'occulte.
Mais vous allez découvrir qu'il y a tout un monde occulte qui est au-delà de vos dirigeants. Ceux qui dirigent le monde, là, les premiers ministres, les ministres et tout ça, sont des gens qui sont des êtres humains, mais lui, il dit on n'est pas encore des êtres humains, c'est des hommes. C'est des mâles. Oui, Ouais, mais c'est des hommes mâles. Et lui, Paul Atréide, il devient le premier capable d'entrer dans la guilde des femmes, un domaine qui était réservé qu'aux femmes. Et à la fin du film Dune, tel que l'a présenté Denis Villeneuve, une femme qui va monter sur un verre. C'est jamais arrivé. Chevauche le verre. C'est la première femme qui chevauche le verre. Qui va chevaucher le verre. Mais elle est en guerrière quand elle chevauche le verre. Ah ben oui, mais elle l'était tout le temps. Toute sa vie, elle l'a été. Mais ben oui. là, disons que ça a monté d'un grand. Oui. Oui, c'est ça. En anglais, warrior. Ouais. C'est quelqu'un qui fait la guerre. C'est un guerrier. Alors, dans Dune, il y a tout l'aspect. Alors, on a compris là, que mâle, femelle, tout ça est impliqué dans une prise de conscience de bascule. Un homme va faire dans le rôle des femmes, une femme va entrer dans le rôle des hommes, des mâles. L'eau. À l'époque de Noël, je t'ai présenté un magazine qui s'appelait Nexus. Bon, maintenant, je t'en présente un autre. Ça s'appelle Top Secret. De ce mois-ci, mois de janvier, mars, avril, en tout cas, c'est le février, mars, avril 2024. Rox O'Kerr, que je connais bien, qui nous a donné des entrevues, tu te souviens, il ne savait pas, lui, que Dune était pour sortir sur les écrans des cinémas. Et il a présenté un dossier, pas seulement un article, un dossier sur la puissance de l'eau, dans lequel il nous explique que l'eau, c'est H2O. On le voit là, c'est 2 hydrogènes pour 1 oxygène. Qu'est-ce qui fait que l'eau prend du volume? De l'eau prend du volume quand elle refroidit et qu'elle glace. Simplement que tous les atomes, les molécules d'eau H2O, qui sont composées de 3 atomes, 2 d'hydrogène, 1 d'oxygène, ils vont tous s'orienter de la même façon. Et si on le regarde par un microscope électronique, on rentre dans la composition nanomique. C'est tellement petit que tu peux voir avec un télescope électronique la position des atomes. Ils se structurent comme un bâtiment qui est tout organisé, très structuré, qui fait que c'est pas du n'importe comment constitué, tassé. Ils se déplacent, ils se déforment, ils se placent pour faire une structure qui prend plus de place. Quand tu tasses, tes brasses liquides, ils s'en vont n'importe où, n'importe comment, puis ça prend moins de place. C'est ça. Tu sais, tu le prends, puis tu le brasses, ça diminue. Tu sais, tu achètes des céréales, tu fais n'importe quoi avec des contenants, même de sable. Si tu le laisses déposer doucement, il va prendre plus de place, mais si tu le brasses, il va se pacter. Il va se capter, se pacter, oui, c'est ça, se taper. Alors, l'eau, mais ça me fait penser... qui devient du solide en étant de la glace, prend plus de place, mais quelque chose qui prend plus de place, ça devrait renfoncer dans l'eau liquide, puisqu'il est devenu solide. Tu mets une pierre sur de l'eau, la pierre, elle va rentrer dans le fond, elle va descendre dans le fond. Comment ça fait que la glace, elle flotte? La glace flotte sur l'eau. Ça me fait penser au fractal. OK. Mais là, attends, laisse-moi aller parce que je vais t'amener à quelque part d'incroyable. Alors, l'eau glacée, qui est devenue solide, est devenue dure comme une roche. Tu sais, tu lances un morceau de glace dans le front de quelqu'un, il va avoir mal, pas à peu près, comme s'il avait lancé une roche. Mais si tu mets ça sur de l'eau, de la glace, ça flotte. Ça cale pas. Puis l'avantage de ça dans la nature, c'est que là où il y a de la glace, s'il avait fallu que ça aille dans le fond des étangs, dans les rivières, dans les lacs, ça aurait descendu dans le limon, ça aurait détruit la vie qui persiste en hiver. En hiver, tu peux aller pêcher des poissons des chenaux, parce que les autres, en dessous de la glace, qui flottent,
Il y a des poissons qui vivent. Oui. Mais s'il fallait que toute cette glace-là descende solide, elle écrasait tous les poissons, tout serait mort. Alors, on réalise que dans la nature, il y a des phénomènes extrêmement intelligents qui prévoient des relations extrêmement importantes entre la vie et la mort. Et on dit souvent que dans l'univers, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et il n'y a pas plus vrai que ça. Ils cherchent partout, l'eau partout. C'est ça, sur les planètes exoplanètes, comme ils disent, là. Un être humain est composé de combien de pourcentage d'eau? Celle-là, là, ça m'a renversé. Un être humain, si tu le prends, là, vivant, là, il meurt. Bang. Tu le mets sur une table, il est mort. Tu l'écrases, tu sais, comme tu ferais avec une orange ou avec un citron, là, tu l'écrases pour faire sortir le jus, là. Tout le jus qu'il y a dans le citron va finir par sortir avec 2 tonnes, 5 tonnes, 15 tonnes de pression. Il devient une galette, l'eau est sortie de tout bord, de tout côté. Il y en a beaucoup. Dans un corps humain, attends Ouais. un peu. Quel est le pourcentage dans un corps humain? Là, écoute, je vais comme ça, là, il y en a... N'oublie pas que de l'eau, c'est des molécules, hein? C'est Ouais. pas des atomes. C'est des molécules H2O. H2O. Dans les je dirais dans les 90 %. Est-ce que je suis là? Ben oui. 92 %. Bon. Oui. Alors, dans le magazine ici, on nous explique qu'on reconnaît 99 Wow. OK. d'eau. J'essayais de calculer les eaux, mais les eaux, il y a de l'eau dans les eaux aussi. Oui. Là. Ensuite, les cellules contiennent de l'eau. Oui, tout est liquide. Ils ont une membrane autour, souvent lipidique, c'est-à-dire de gras, autour de chaque cellule. De chaque cellule du corps humain, la cellule elle-même contient de l'eau. Il y a un réseau de protéines là, qu'on appelle l'ADN, hein, puis l'ARN, puis tout ça. Mais quand tu écrases ça, c'est 99 % d'eau qui sort. Il ne te reste pas grand-chose dans ce qu'on appellera les minéraux. Combien il y a de minéraux dans un corps humain quand on va le brûler? Mettons qu'on ne prend pas le temps de sortir l'eau, là, on le brûle, fait que toute l'eau s'évapore. Il reste 12 sels minéraux. Schussler avait découvert ça, que l'être humain est composé, quand on enlève toute la vie, toute l'eau, il n'y aurait plus de vie s'il n'y a plus d'eau. S'il n'y avait plus d'eau, il n'y aurait plus de vie. On a besoin d'air pour respirer. Après, on a besoin d'eau. Avec de l'eau et de l'air, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche bien longtemps. De la nourriture solide, de la nourriture liquide. La nourriture, on prend du liquide, bon, ben on va aller chercher de l'eau dans de la nourriture liquide. Mais l'important, c'est de réaliser que l'eau, elle a plusieurs natures. Elle peut être de la glace, elle peut être de la vapeur. Dans Dune, on les voit à un moment donné porter un respect très particulier à l'eau retirée d'un cadavre. Tu te souviens de ça? On n'a jamais vu ça dans d'autres films. Moi, je n'avais jamais vu cette découverte de l'importance de récupérer l'eau, même de quelque chose qui est mort. Il a vécu, il y avait de l'eau. Il meurt, on va aller chercher l'eau qu'il y a dedans. Mais l'eau qu'on va chercher dedans, c'est une troisième nature de l'eau. D'après les scientifiques, c'est de l'eau stagnante. Ce n'est pas de l'eau qui circule dans le corps. Les cellules qui sont en train de vivre leur temps de vie, ils ont accaparé de l'eau, ils ont mis une couche lipidique de gras autour, ils ont un code génétique à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle, tu te souviens de la fabrication des cellules? Et une cellule, c'est une goutte d'eau qui contient certains éléments qui vont y permettre de se promener dans le corps, quelle que soit la cellule, d'un muscle, etc. Et c'est ce qui est le symbole de la vie. Et cette eau-là, elle est stagnante. Mais de l'eau stagnante, on connaît tout ça dans la société, dans le monde, à l'extérieur du corps humain. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut dire qu'il y a de l'eau stagnante? Il y a 3 types d'eau. Il y a l'eau ordinaire, il y a l'eau salée des océans, puis il y a les marécages, les marais. Je ne sais pas si tu as vu, toi, là, souvent les annonces à Radio-Canada puis à la télévision générale,
il y a une société au Dubon qui s'occupe des marais. Oui. Et là, on vient de laisser partir des territoires remplis de marais pour la construction de la fameuse usine de batteries à McMasterville, sur la rive sud de Montréal, vous en avez entendu parler. Bien, il y avait des marais. Et quelle est la propriété de l'eau qu'on appellerait stagnante? C'est le lieu de la naissance de la vie. Nos cellules qui transportent les principes vitaux de l'être humain, c'est pas dans l'eau qu'on boit, puis qui se retrouve dans l'urine, puis qui débarrasse en même temps des cochonneries qu'on a dans le corps, aussi bien que la selle quand on va aux toilettes. On se débarrasse des parties solides, les parties liquides s'en vont dans la vessie, puis dans l'urine. Mais tout le corps qui est plein d'eau, lui, il ne se vide pas à chaque fois, il se conserve. Et il conserve la propriété d'une eau stagnante, immobile, dans laquelle se propage la vie. Dans les marécages, c'est les nids de la vie. Ce n'est pas dans l'océan que la vie va apparaître. Elle va survivre, elle va se débrouiller. Le fait qu'elle est salée, ça va éviter les contaminations. Le sel NaCl, le chlorure de sodium, c'est un décontaminant. C'est sûr, quand on s'en sert en magie pour envoyer du sel, pour chasser les mauvais esprits, puis tout ça, on sait que c'est bien important. Mais on se retrouve avec des marécages qu'on élimine sans savoir que plus on va éliminer des forêts par les feux qu'on organise à cette occasion, des destructions des terres agricoles parce que les villes agrandissent, on est en train de s'auto-mutiler, de faire disparaître notre propre vie et notre vitalité. Alors le film de Dune, c'est un film à message écologique mais incroyable. Incroyable, parce que ces êtres-là, qui sont les freemen, les hommes libres, les freemen, savent, et puis Frank Herbert le savait, il avait compris, lui, celui qui a créé Dune, pas celui qui a réalisé le film, qui s'appelle, comment il s'appelle, Denis... Non, Denis Villeneuve. Il s'appelle tout Denis, hein, quelque part. Il y a toujours un Denis quelque part. Parce que Dieu, Denis puis Dieu, là, d'après le langage des Freemen, c'est Dieu, Denis. Il dit c'est une joke parce qu'il voulait faire une joke avec ça, parce qu'ils ont créé la langue Freeman, puis ils ont décidé que le mot Denis, c'était comme Dieu. Parce que pour lui, pour eux, tous ceux qui ont travaillé au film, Denis Villeneuve était comme Dieu, le maître, celui qui décide de tout. Comme un chef d'orchestre, là, il voulait ça comme ça, mais il l'a fait, il l'a eu, son film, comme il voulait le faire. Et il parle qu'il va faire le 3e. Mais il va prendre le temps de s'aérer, justement, mettre un peu d'air dans son eau, là, mettre de l'air pour... Il faut décanter le premier, comme décanter, tu sais. Ah ouais, c'est ça, oui. Décanter tout ça. Oui. Alors, c'était un point important que dans ce magazine-là, qui contient 8 pages d'explications sur l'importance de l'eau, puis là, évidemment, là, je pourrais aller dans les domaines de Luc Montagnier. Ben oui, parce que lui, il en est mort, là. Il a toujours défendu la notion de la mémoire de l'eau. Oui. Et la mémoire de l'eau, ça a été prouvé scientifiquement qu'en effet, l'eau qui a été dynamisée, parce que tu as l'eau, comme je te disais, stagnante, puis tu as l'eau dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'on peut appeler de l'eau dynamique? C'est de l'eau qui bouge. Ce que j'ai chez nous, c'est un bain tourbillon. Moi, je remplis mon bain quand je prends le bain, d'eau chaude, d'eau froide, d'eau tiède, et je pars le moteur, ça brasse, ça s'oxygène, et ça bouge. L'eau est faite pour grouiller. Un des endroits où on peut trouver de la bonne eau, puis de la belle eau, c'est de l'eau de source. Mais de l'eau de source, c'est de l'eau qui jaillit de la terre. Elle bouge, elle est vivante. Puis souvent, ça fait quoi? Une petite rigole. Là. Une eau qui rigole est heureuse. Ben oui, si elle rigole, elle est heureuse. Quand on va découvrir l'importance de l'eau sur les plans biologiques, physiques, là, pas ésotériques, là, à quel point, dans le film Dune, on a un message qui est presque pas connu, qui n'est pas vraiment présenté, mais qu'on comprend qu'ils mettent de l'importance à l'eau. Beaucoup, et ils ont très, très, très raison à ça.
Et Luc Montagnier, avec toutes les autres équipes, benveniste avant lui, avait prouvé avec des Italiens. Puis là, je pourrais en parler des Italiens parce que c'est très étrange. On retrouve des Italiens dans plein de domaines précurseurs. La semaine dernière, j'avais Pierre, pas Pierre Paris, mais l'autre, Pierre, comment? Riopel, qui publie, qui diffuse les conférences de Bernard de Montréal, traduites en allemand, en russe, en anglais, en italien, bientôt en espagnol. Et puis il nous dit ça comme ça, puis ça passe comme dans du beurre. C'est curieux de voir que les Italiens sont friands des conférences de Bernard de Montréal, plus que les Anglais. Que les Anglais, oui, je l'ai entendu. Oui, tu l'as entendu, tu l'as remarqué. Oui. Et là, en lisant des documents sur l'eau, on découvre que les Italiens, c'est ceux-là qui ont aidé Benveniste et Luc Montagnier à prouver scientifiquement en laboratoire que l'eau, traitée de manière homéopathique, c'est-à-dire qu'on met l'eau en contact avec une énergie, c'est l'eau bénite. Oui, de l'eau. Tiens, Geneviève, bon, dis donc, l'eau qui coule. Bon. Alors, l'eau bénite était de l'eau stagnante dans les bénitiers. L'eau bénite avait été consacrée par un processus sacré. Hein, c'est un sacramental, on dit, un sacramental des sacramentaux. Et tu trempais le bout des doigts, tu te faisais le signe de croix avec de l'eau bénite. On avait l'impression que c'était de la fantaisie. La science est en train de nous prouver que tout ça a vraiment du sens et un sens plus qu'intelligent. C'est un sens d'un niveau de conscience qu'on n'a pas idée à quel point tout ça va nous amener vers Dieu. C'est pas des farces, là. Ce que j'essaie d'expliquer dans l'article qui est ici, puis moi je fais des parallèles parce que, regarde, il nous montre Masaru Emoto. Masaru Emoto, vous le voyez, là, la photo de Masaru Emoto, ben, c'est les fameux cristaux de glace. Il prenait une goutte d'eau, une petite goutte d'eau, il la faisait geler. En gelant, la goutte, elle se forme comme un cristal de neige. Puis souvent, c'est de 6 pointes. 6 pointes. Il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas 2 cristaux pareils. Incroyable, là, malgré tout, des milliards de milliards de milliards, il y a toujours un petit quelque chose de chaque cristal. Un peu comme les êtres humains, on dit que tes empreintes digitales, tu es unique, puis moi je suis unique, puis on est tous uniques. Et pourquoi les cristaux d'eau vont former des surfaces à 6 pointes, des cristaux. Et les cristaux que Masaru Emoto a découverts vont être d'autant plus géométriques plutôt qu'être un chaos, là, n'importe comment, tout fait, tout mal, tout croche, tout n'importe comment, plus elles sont dans une énergie harmonieuse. Si tu écoutes de la musique de Mozart, si tu influences en tenant le verre d'eau avec tes mains, en envoyant des messages d'amour, tes mains se réchauffent, elle envoie un message invisible dans l'eau. On est-tu niaiseux, là? Pas pantoute. Pas du tout. Tout ça, ça mais maintenant, là, la science la plus avancée qu'on connaisse est en train de confirmer tout ça. Et ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne savent même pas comment. Puis ils ne savent surtout pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça. La science, d'habitude, elle est toujours tranquille. Elle peut toujours dire c'est comment. La science, elle explique tous les comment, les comment, les comment. Là, tu arrives avec quelque chose qui est dans le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et si tu as dynamisé, c'est ce qu'on appelle dynamiser, avec les mains, avec un champ magnétique, etc., on obtient une qualité de cristaux extraordinaire. Ils sont en harmonie. Bois cette eau-là, tu deviens en harmonie aussi. Tu vas entrer en harmonie, tu vas devenir plus belle, plus en santé, plus en équilibre psychique. Les bébites, les démons vont s'en aller. Comme l'eau bénite que tu utilisais, qui était préparée
pour une intention extrêmement positive, en mettant toute l'énergie divine, sacrée de l'Église, en rapport avec l'amour du Christ, etc., pour que tu puisses... Tu sais, le goupillon, le goupillon, il bénissait... on sait que le feu du lac Saint-Jean, pourquoi on l'a appelé le lac Saint-Jean, le lac Saint-Jean? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un feu de forêt. Et puis, c'était tellement incontrôlable que des gens se sauvaient de la forêt, se sauvaient des villages, puis s'en allaient vers le lac pour se mettre dans l'eau. Le feu allait à la vitesse d'un cheval au pas de course. Les grands vents, le feu était épouvantable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit c'est le lac Saint-Jean, c'est le Saint-Jean de l'Apocalypse. On vit l'Apocalypse. Le curé est allé mettre sur des ballots de paille. Y a-t-il quelque chose qui brûle plus que de la paille? De l'eau bénite aux quatre coins de son église. Toc, 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 toc. L'église n'a pas brûlé, les ballots de paille n'ont pas brûlé. Tout autour a brûlé. Maintenant, vous savez que vous avez dans votre maison la capacité de transformer votre vie avec l'énergie que vous allez mettre, avec un rituel sacré. Puis le rituel sacré, ça ne veut pas dire parler le latin, puis parler avec des formules magiques. Non! Mais parler avec la voix du cœur. Vous le savez, le point central du film Dune de Denis Villeneuve, il y a une phrase vers la fin du film qui explique tout le film. Hein? C'est quand Paul a réussi à battre l'espèce de démon vivant, là. Bon. L'empereur. Non, mais le jeune qui se bat au nom de l'empereur. Oui. Bon. Et puis il l'abat, finalement. On est en train de faire de la spoliation, là. On est en train de faire de divulgachage du film. Ben, on le savait. Si vous êtes allé voir Dune de 1984, celui de 2024, c'est-à-dire exactement 40 ans plus tard, parce que ce film-là devait sortir plus vite. Finalement, il est sorti en 2024, c'est parfait. C'est 2 fois 40. 40 ans, c'est le temps que les Juifs ont traîné dans le désert. Dune, c'est une planète de désert. Ils ont traîné pendant 40 ans après avoir sorti d'Égypte, avant d'arriver en terre promise. Alors, les 40 ans, c'est très symbolique. Ça veut dire quelque chose. Et 2 fois 40 ans, on arrive au 21e siècle, et là, on aboutit dans une nouvelle version de Dune qui est complètement à un autre niveau de conscience. Hein. Et le bonhomme, sur son trône, ose lui dire, parce qu'il demande « Pourquoi vous avez fait ça à mon père? » Puis à ma mère. Ouais, et il lui répond « C'est parce que ton père était un homme de cœur. » Il faisait passer le cœur avant la tête, avant la raison. Ça, c'est la phrase du film. Je suis d'accord avec toi, oui. Ouais. Mais les gens le voient dessus quand ça passe. Parce que Denis Villeneuve, il est tellement brillant dans sa façon d'avoir sculpté, fait la recette de ce film-là. Puis je suis sûr qu'il y a eu le temps, parce qu'il demandait beaucoup de temps au producteur. Il disait, donnez-moi du temps, parce que si je n'ai pas de temps et qu'il faut que je fasse ça vite, ça ne marchera pas. Ils ont donné tout le temps qu'il avait besoin. Puis là, la pandémie est arrivée. C'était pas le temps de sortir un film quand que les gens ne peuvent pas aller au cinéma. Fait que ça lui a donné du temps pour faire le montage, le fignoler, l'arranger. La première des deux épisodes, le premier des 2 épisodes, ça y a pris quelques semaines de tournage, c'était fini. On le met. Mais là, celui-là, ça y a pris des mois dans le désert parce qu'il n'a pas fait aucun trucage avec, tu sais, les rideaux verts, là. Puis pendant qu'il y a des rideaux verts, ben là, tu mets des décors, puis tu mets du monde, puis ils font des prouesses dans les airs, puis tout ça, ça ne marche pas avec Denis Villeneuve. Tout était réel, naturel. Même les sons. Tu vois là les ornicoptères qu'ils appellent, là. Oui, oui. Ça, c'est comme des libellules qui se déplacent, là. Au lieu d'être des hélices qui tournent, là. C'est des vrais sons de libellules? C'est des sons de... C'est des coléoptères, là. C'est des... c'est comme en Égypte, là, les... Scarabées? Scarabées. Tu sais, ça a des ailes solides puis dures, là. Avec des micros, ils ont enregistré des scarabées qui s'envolent. Puis, c'est beau, c'est fun, mais il y a des moments où l'hélicoptère va atterrir. Quand il atterrit, il n'y a pas le même bruit.
Il devrait ralentir, puis il fait plus d'air qui se déplace. Alors, il a enregistré, tiens-toi bien, des ronronnements de chat. Ah, OK, ça, je sais. Il a rajouté au son des scarabées, le ronronnement d'un chat, là. Mais pas le grognage, là, le ronron. Alors, on sait maintenant comment l'eau peut transmettre l'information en utilisant le spin 1 ou 0. Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est vraiment juste un exemple pour faire comprendre très simplement. L'expérience qui a été faite avec Ben Veniste et puis avec Luc Montagnier, avec des Italiens, dans un laboratoire, je parlais des Italiens tantôt, c'est comme si on prenait de l'eau, puis dans l'eau en question, tiens, un verre, on parle d'un verre, avec Dune, hein? Les verres de Dune. Ouais. Ben oui, à votre santé. Dans l'eau, je mettrais à l'intérieur des petits blocs Lego minuscules, microscopiques, OK? Tellement microscopiques que finalement, on pourrait faire une chaîne d'ADN. C'est petit, ça, là, hein? Je mets ça dans le bol d'eau, ici, puis là, je brasse mon eau, je la dynamise. La dynamiser, c'est dynamique, ça bouge. Et elle va rigoler. Hein, elle va faire comme une rigole. Elle va rire, elle va être heureuse. Parce que l'eau est faite pour bouger. Puis surtout qu'elle n'est pas pourrie, puis elle n'est pas remplie de produits chimiques. Là. Le plus propre possible, c'est idéal. Et elle va ressentir la présence de tous mes petits blocs Lego qui sont placés dans un ordre bien particulier. Un bleu, un rouge, un jaune, un vert, un blanc, un noir. Ils sont tous placés en ordre, en ligne. Ça a été l'expérience qui a été faite avec de l'ADN dans les laboratoires de Luc Montagnier. Et après un certain temps, on a dilué l'eau. On a mis de la nouvelle eau dans le verre d'eau. On a enlevé les blocs Lego. On s'est dit, on en rajoute pas beaucoup, mais à chaque fois, on en rajoute un peu. On brasse l'eau qui était informée des blocs Lego, mais la nouvelle eau qu'on rentre dedans, ils ne savent pas, eux autres. Il n'y a rien pour les changer d'information. Sauf qu'au contact de l'eau qui était déjà informée, ça l'a informé la nouvelle eau qui rentrait qui n'était pas informée, qui était neutre. Et là, ils apprennent. Hey, oui, il y avait des blocs Lego ici, oui, voici la structure qu'ils avaient, puis voici. Et ils ont fait ça des centaines de fois, ce qu'on appelle une dilution homéopathique. Et là, ils ont pris la quantité d'eau dans une éprouvette parfaitement aseptisée, puis ils l'ont versé la moitié dans d'autres éprouvettes. Je dis dans d'autres, plusieurs éprouvettes. Sur 12 éprouvettes, ils en ont mis dans 4 éprouvettes aseptisées, de l'eau qui avait été informée qu'un jour, elles ont été brassées pendant qu'il y avait des petits blocs Lego, ou de l'ADN plutôt. On a fermé les petites éprouvettes à l'abri de tout champ magnétique de l'extérieur et on a envoyé ça en Italie. Et en Italie, ils ont su ça, ils ont mis ça dans un laboratoire, ils ont pris l'eau, puis on leur a dit, mettez des blocs Lego dans l'eau au hasard, des parties d'ADN au hasard. Et l'eau, voici le texte tel qu'il est écrit ici. Alors, j'aimerais vous lire le texte parce que c'est tellement merveilleux de voir qu'il en arrive, en tant que scientifique, à utiliser l'expression. C'est à ce moment-là qu'est apparu le miracle. Le miracle. Alors, le miracle se reproduit et l'ADN initial a été reconstruit. Oui. Le miracle, pour eux autres, c'est un miracle parce qu'il n'y avait plus de blocs Lego dedans. On l'envoie dans le laboratoire italien à 1000 km de l'endroit où on l'avait expérimenté en France. Et eux autres, en Italie, ils nous disent, ben écoutez, vous avez produit telle structure ADN. Parce que les structures ADN peuvent être différentes. On le sait, chacun de structures particulières. Eh bien, on s'est dit, d'où elle vient l'information? Elle vient de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, oui. C'est bon, hein? Mais tu vois, là, au niveau de l'eau, on peut se poser beaucoup de questions. Tu vois, l'eau ici vient d'un puits. Oui, ici, dans ta maison. Ça vient d'un puits. On peut se poser des questions sur l'eau des villes.
qui sont très différentes, qui sont traitées. Bien, ils sont traités chimiquement énormément. C'est une bonne bouillie pour ne pas avoir de microbes dedans. On veut tuer la vie qu'il y a dans l'eau, total. Absolument. Alors, si on veut tuer la vie qu'il y a dans l'eau, ben, on amène dans notre corps quelque chose qui est mortifère. Oui. Et en plus que là, actuellement, il y a en plus des produits chimiques, il y a tous les médicaments qui se retrouvent dans l'eau. En forme homéopathique. Ouais. Qu'ils soient là physiquement ou qu'ils aient informé l'eau qui s'est fait brasser en quelque part, puis qu'ils gardent la mémoire de ça, qui dénature la valeur de l'eau parce qu'ils envoient des poisons. On revient aussi aux glaciers qui sont en train de fondre. Avant des millions d'années. Des millions d'années. Oui. Donc, l'eau était informée de ce temps-là. Oui, exact. Maintenant, il y a la fonte des glaces. Est-ce qu'un jour, on aura des répercussions de ça? Sûrement. Et il ne faut pas oublier que là, actuellement, ils sont en train... Tu vois, c'est tellement scientifique. Ils reproduisent des expériences, ils sont capables de les reproduire. Donc, ils ont des preuves de leur recherche. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, où on sera rendu? Ben, dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans, ça va vite, là. Bon. Alors, moi, l'émission de la semaine dernière, quand je parlais de l'intelligence artificielle avec Bernard de Montréal, vous vous souvenez, les dangers de l'intelligence artificielle qui va dépasser nos capacités même de la contrôler. Parce qu'il y a une chose qui est possible, c'est que l'intelligence artificielle va communiquer avec d'autres intelligences artificielles, dans leur langage, eux autres d'ailleurs, qu'on ne comprend même pas, et vont statuer, comme un peu ChatGPT est en train de faire. Ils sont capables de créer une lettre de recommandation, ils sont capables de te créer une lettre de menace. Je vous intime, monsieur ou madame Untel, de procéder à telle chose, sinon vous allez avoir des poursuites en justice par rapport à telle loi puis telle affaire. Et mon Dieu, tu te dis, où est-ce qu'on s'en va? C'est personne qui a touché à ça, c'est l'intelligence qui a organisé ça avec des mots précis pour arriver avec des points précis. On dit qu'une intelligence artificielle, dans des cours de justice, peut facilement remplacer des avocats. Ouais. Parce qu'ils connaissent déjà toute la jurisprudence et sont capables de faire la discrimination entre tout ce qui est différent un peu de ton cas pour l'adapter avec ton vrai cas à toi et te présenter ta défense qui va battre n'importe qui, n'importe quoi. Mais il y a une chose possible, c'est que grâce à cette intelligence artificielle, on va se débarrasser de tout les pourris, de tous ceux qui sont les malveillants, de tous ceux qui essayent de manigancer avec des intentions négatives, vont être décelés très rapidement. Attention, cet individu a des intentions malveillantes. Ses intentions, sa façon de procéder, elle n'est pas conforme. Alors, à partir de là, tu te dis, OK. Oui, mais ça va diviser le monde. Ça va diviser le monde. Mais tu sais, si je reviens là, où j'en étais tantôt, je t'écoutais, au niveau de l'intelligence artificielle, qui est une intelligence très réelle aussi en même temps, bien, elle est réelle parce que ça fonctionne, qui communique avec l'intelligence de l'eau, à un moment donné, tout ça va communiquer ensemble. Oui. Et là, on aura de l'information. Pour ce qui est des humains par rapport à ça, bien, effectivement, ça peut être inquiétant. Là, on va se retrouver avec plusieurs clans qui vont être dissimulés ou carrément qui vont changer d'endroit. Parce que ça ne sera plus vivable. À un moment donné, ils vont regrouper les mécréants ensemble, puis tout ça. Ils vont être capables de les détecter tellement vite. Ben oui. Ou, c'est curieux que dans tous les protocoles avec l'intelligence artificielle, on n'a jamais encore imposé les 3 règles d'or dégagées ou développées par Isaac Asimov, qui était l'intelligence artificielle, lui, il appelait ça le robot. Pour nos abonnés au Club Créé, vous savez que c'est à l'adresse orandia.ca. À chaque mois, nous vous présentons un menu différent qui contient en moyenne 3 vidéos de minimum 1 heure chacun. Et pour le mois de janvier, c'est complet. Le mois de février, il en manque encore un seul, le dernier. Le premier qui était sur les néo-évangiles, ou le deuxième avec Jean de Flore, pourquoi? Et le fameux débat sur les religions.
Maintenant, pour le mois de mars, vous vous souvenez, nos invités de France qui préparent une vidéo sur Bernard de Montréal en comédie, qui vont appeler Bernard de Boréal. Et aussi, pour ce mois de mars, dès lundi le 11 mars, sera disponible la conférence version intégrale de Bernard de Montréal qu'on a entendu par extrait depuis quelques semaines. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu tellement de matériel qu'on n'a pas eu besoin de parler de Bernard ou avec Bernard de Montréal. Voyez d'où ça peut nous mener une discussion, des réflexions autour du film Dune de Denis Villeneuve. Le complément surprenant qui est en repos, notre ami Gilles, même si vous l'avez vu en bon état actuellement, là, mais quand ça sera terminé, il reviendra au mois d'avril. C'est à l'adresse orandia.com. J'essaie de combler son absence en mettant moi-même des éléments que je trouve importants, qui m'ont aidé à préparer l'émission que vous venez d'entendre, et aussi avec des collaborations faites par des gens du forum, des habitués du forum Orandia, à l'adresse orandia.com. Merci d'être abonné au Club Créé. Un pouce par en haut, toujours très apprécié. Et voici la suggestion qu'on vous fait en rapport avec le contenu de l'émission un peu spéciale qu'on a fait aujourd'hui, entièrement consacrée au film Dune, mais qui nous a amenés dans des univers éloignés, n'est-ce pas? Merci et à bientôt. Bonne semaine.